9 heures passées de 5 minutes sur France Culture, vous retrouvez la Fabrique de l'Histoire avec Emmanuel Laurentin. Bonjour. Bonjour et merci pour ce journal, prochain journal de la rédaction à 12h30 comme chaque jour sur notre antenne. Mais tout de suite, donc la Fabrique de l'Histoire, suite de notre histoire du renseignement. Troisième temps de notre histoire du renseignement et des services secrets dans la Fabrique de l'Histoire de ce jour. Lundi, notre invité, Constantin Melnik, coordonnateur des services secrets français entre 1959 et 1962, nous a expliqué combien la recherche de la vérité historique était rendue plus complexe en ce domaine par les mémoires des officiers de renseignement, forcément parcellaires, et la durée légale de consultation des archives. Des questions que nous nous poserons également demain dans le débat du jeudi avec les historiennes et historiens Aude Sirier, Olivier Forcade, Sébastien Laurent et Frédéric Guelton, et que nous pourrons poser également aujourd'hui à nos deux invités, Sébastien Albertelli, qui a soutenu fin 2006 sa thèse d'histoire sur le BCRA, le Bureau Central de Renseignement et d'Action, qui coordonna à Londres pour la France libre les renseignements chargés de préparer la libération de la France, et Amable Sablon du Corail, chef du département des entrées par voie extraordinaire, il nous expliquera ce que signifie ce titre, au service historique de la défense au château de Vincennes, service historique de la défense qui collecte entre autres des archives écrites et orales auprès des anciens acteurs du renseignement et des services secrets en France, et ce sont des extraits de ces archives orales collectées à la fin des années 90 que vous pourrez exceptionnellement écouter ce matin, des extraits des témoignages du colonel Passy, chef du BCRA à Londres, et du colonel Payol, chef du service de contre-espionnage clandestin de Vichy, qui, sous couverture d'une organisation d'aménagement rural, lutta contre les services d'espionnage allemands d'occupation et fournit des renseignements aux Alliés. Bonjour Sébastien Albertelli, bonjour Amable Sablon du Corail. Bonjour. Alors Sébastien Albertelli, il faut peut-être expliquer, vous qui avez fait une thèse justement sur ce BCRA, ce Bureau Central de Renseignement et d'Action, donc une thèse soutenue fin 2006 avec d'ailleurs beaucoup d'acteurs encore vivants de ce même BCRA dont on sait trop peu qu'ils étaient acteurs de ce BCRA comme Stéphane Hessel, ancien ambassadeur, ou encore Daniel Cordier, secrétaire de Jean Moulin, et donc des historiens sous la direction de Jean-Pierre Azéma. Vous avez fait cette thèse et vous allez peut-être pouvoir, comme cela, éclaircir, avant même d'écouter ces archives rares, exceptionnelles même, éclaircir un tout petit peu l'horizon de nos auditeurs à propos justement de cette défaite de 1940. Voilà, la défaite intervient. Elle intervient donc en juin 1940 et j'imagine que tous les acteurs donc, qui sont concernés par cette défaite et en priorité évidemment les membres des services secrets français se posent la question de savoir ce qu'il faut faire. Ceux qui partent ou qui sont auprès du général de Gaulle à Londres dès le 18 juin 1940 et ceux qui restent donc dans la zone libre à Vichy. Alors, en réalité, au moment où la France perd la bataille de 1940, les professionnels des services secrets, qui sont regroupés dans ce qu'on appelle à l'époque le 5e bureau, qui regroupe à la fois les espions et les contre-espions, les professionnels vont continuer leurs tâches sous le régime de Vichy. Pratiquement aucun, à quelques très rares exceptions et pas à un très haut niveau de responsabilité, ne va rejoindre le général de Gaulle. Dans les conventions d'armistice, naturellement, les Allemands exigent que les services secrets français qui se sont livrés à une lutte acharnée contre l'espionnage allemand soient dissous. Par conséquent, on va adopter une séparation. On va conserver des services de contre-espionnage, disons, officiels, ce qu'on appelle les bureaux des menées antinationales, sous couvert de lutter contre donc, les menées antinationales, c'est-à-dire essentiellement les opérations communistes, anglaises ou anglo-saxonnes, et puis gaullistes. Et puis, on va maintenir, sous la responsabilité du colonel Payol, un service de contre-espionnage qu'on va camoufler, bien sûr, puisque clandestin, dont le rôle premier sera de continuer à lutter contre les services d'espionnage allemands, un peu sur le modèle de ce que les Allemands eux-mêmes avaient fait dans leur propre armée d'armistice, enfin leur propre armée de 100 000 hommes après le traité de Versailles en 1919. Donc on va avoir ces deux formes parallèles qui vont coopérer en France.
À Londres, voilà, la France a été séparée en deux. À Londres, le général de Gaulle a eu pour ambition de créer un État concurrent de celui de Vichy, donc il a créé lui-même extrêmement progressivement. En 1940, il n'a pas créé des services secrets, il a créé ce qu'on appelle un deuxième bureau d'état-major, c'est beaucoup plus modeste, mais le but est bien le même, c'est d'aller chercher des renseignements Et cela en France. dès l'armistice, justement. Le 1er juillet 40, Oui, on donc estime. c'est vraiment, Voilà, c'est tout de suite vraiment après. extrêmement proche. En fait, c'est essentiellement lié à la disponibilité des hommes. Il n'avait personne avant qu'il pouvait nommer à la tête du deuxième bureau. Donc le jour où le capitaine à l'époque Passy s'est présenté à lui, le hasard a fait voilà, qu'il l'a nommé. André de Wavrin, pardon, donc, oui, il l'a nommé à la tête du deuxième bureau. Ce qui est important, c'est de voir que tous ceux qui vont structurer le BCRA sont des amateurs complets. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui ont eu un rôle dans les services de renseignement avant la guerre, et pour beaucoup d'ailleurs, ils n'auront pas de rôle majeur dans les services de renseignement après la guerre. Et contrairement justement à ce qui se passe pour Vichy, justement, et pour ce service du colonel Paillol, puisque beaucoup de ceux qui sont auprès du colonel Paillol sont des gens qui avant la défaite, étaient des professionnels. Tout à fait. Ce sont des professionnels. Paillol lui-même est entré dans les services en 1935, si ma mémoire est bonne. Donc voilà. Amable Sablon du Corail, vous êtes chartiste, spécialiste du Moyen-Âge sur lequel vous travaillez, absolument. Donc vous êtes assez éloigné de votre activité professionnelle, puisque votre activité professionnelle c'est d'être donc le chef du département des entrées par voie extraordinaire au service historique de la Défense. Qu'est-ce qu'on entend par ce service ces entrées par voie extraordinaire? Eh bien en fait ça recouvre tout ce qui sort du versement réglementaire d'archives publiques. Donc ce sont aussi bien les témoignages oraux, en effet, qui sont accordés par des personnalités du ministère en général, mais pas seulement, et les archives privées. Hors du dépôt légal, pourrait-on dire, pour être clair. Oui, c'est ça, enfin, hors des obligations prévues par la loi du 3 janvier 1979 sur les archives. Voilà. Donc il y a à la fois donc, des dépôts d'individus qui possèdent des archives qui peuvent intéresser justement l'histoire de la défense et en l'occurrence l'histoire des renseignements et des services secrets. Et puis il y a aussi un travail actif, pourrait-on dire, mené depuis un peu plus d'une dizaine d'années, de collecte de témoignages oraux des anciens acteurs. Voilà, en fait, la collecte de témoignages oraux au ministère de la Défense a commencé très tôt, puisque dès les années 70, le service historique de l'armée de l'air a commencé à lancer une campagne très active au début, d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Voilà. Ensuite, la marine a suivi, et en 1996, en effet, le service historique de l'armée de terre, sous la direction d'Hervé Lemoine, qui a créé la section d'archives orales de l'armée de terre. Et à ce moment-là, on a dit... Lemoine qui est le co-auteur avec Agnès Calu d'une somme sur les archives en particulier privées ou les autres archives que l'on peut trouver, et les archives audiovisuelles en particulier. Voilà, absolument, le guide du patrimoine sonore et audiovisuel français. Voilà, oui. Donc Hervé Lemoine a lancé, sous sa direction, cette collecte d'archives orales. Voilà, autour de trois thèmes principaux, donc le renseignement, bien sûr, les guerres d'Algérie et d'Indochine, et les hautes instances civiles et militaires du ministère. Il est important de préciser que beaucoup de civils également sont interrogés par le service historique de la Défense. Alors ce qu'il faut préciser pour nos auditeurs, c'est qu'il y a donc les témoignages comme ceux que nous allons entendre, mais qu'il y a souvent, accompagnant ces témoignages, pas toujours, il y a souvent des dépôts par ceux qui témoignent, des dépôts d'archives personnelles qui permettent justement de confronter archives orales, archives écrites. On y reviendra tout à l'heure avec Sébastien Albertelli. C'est intéressant justement de confronter les deux, Amable Sablon du Corail. Oui, absolument. C'est vrai que la collecte des archives privées et des témoignages oraux est très complémentaire dans la mesure où la moitié à peu près des témoins donnent ou déposent des archives au service historique de la Défense. Pour donner une idée du nombre de témoignages sur ce domaine du renseignement que vous avez collecté, vous en avez combien pour l'instant à ce jour, avant même les prochaines collectes ou les collectes qui sont en cours? Alors ça tourne autour de la cinquantaine, mais enfin il ne faut pas oublier que beaucoup d'anciens acteurs de la guerre d'Algérie, de la guerre d'Indochine et beaucoup de chefs d'état-major se sont intéressés au renseignement de par leur fonction. Et donc voilà, directement pour le renseignement on a une cinquantaine de témoins à peu près, mais on a une centaine de témoins qui parlent à un moment ou à un autre de renseignement. Et donc ces témoignages, on peut d'ailleurs en avoir une petite idée lorsqu'on n'est même pas chercheur, en allant sur un site internet sur lequel on peut trouver à disposition les abstracts, enfin les extraits, les résumés de ce qui est dit dans ces témoignages oraux en particulier. Oui, sur le site internet du service historique de la Défense, vous pouvez trouver en effet les 3 premiers tomes d'inventaire d'histoire orale, depuis donc 1996. Et vous y trouvez donc aussi bien ce qui concerne le renseignement que les guerres coloniales, enfin post-coloniales plutôt, de décolonisation,
et encore une fois l'organisation du ministère à son plus haut niveau. Alors voilà, on va commencer par le témoignage du colonel Payol, dont il faut rappeler qu'il est responsable de ce réseau de ce service qui s'appelait le service des travaux ruraux. Il va nous expliquer tout de suite de quoi il s'agit, enregistré en 1997. Mon idée, c'était d'avoir une action clandestine qui devait déboucher sur une action plus générale, de manière à faire comprendre aux Français que l'armistice n'était pas la fin de la guerre, que travailler pour l'ennemi, c'était trahir. Donc les renseignements que nous allions recueillir sur les personnes, sur les individus, je parle là d'un des aspects de notre efficacité, de notre travail, c'est-à-dire la détection clandestine des activités, soit de l'Abwehr, soit du Sicherheitsdienst, mais surtout en 1940 de l'Abwehr, soit de leurs auxiliaires. J'avais parfaitement conscience qu'une partie de ces activités s'exercerait sur la zone libre, où tout de même nous pouvions espérer entretenir une idée de souveraineté nationale à l'intérieur de la zone libre. Et si cette idée de souveraineté nationale était partagée par l'armée, bien entendu, l'armée de l'armistice, par l'administration, par la police, par la gendarmerie, etc., etc., cela faciliterait incontestablement l'efficacité du travail clandestin qui était le nôtre. En d'autres termes, il fallait que je m'efforce d'obtenir des diverses administrations, qu'elles soient militaires ou civiles, que je m'efforce d'obtenir d'elles qu'elles participent à cette notion de trahison lorsque l'on travaille d'une façon quelconque pour l'ennemi, parce que l'occupant est quand même encore l'ennemi. Bon, je reprends donc contact tout de suite, dès le mois de juillet 1940, avec Castin, qui était le patron. Et Castin, sa première réaction de Castin me dit, mais c'est fini, on va dissoudre nos services, on ne va pas travailler contre l'Allemagne, nous sommes vaincus. C'était un raisonnement un peu simpliste, et qui ne concevait pas qu'il pouvait y avoir une action clandestine. Alors là, je négocie avec lui, je fais intervenir d'ailleurs Rivet, je dois le dire, et finalement, avec l'aide du directeur de la Sûreté nationale de l'époque, M. Ditkovski, qui lui comprenait mieux les choses, nous obtenons le maintien de l'existence de la surveillance du territoire en zone libre. Et Castin va en rester le patron, après avoir été plus ou moins bien convaincu par moi, dans les contacts que j'ai eus, et en organisant un peu avec lui l'implantation de sa surveillance du territoire dans la zone libre, et en Afrique du Nord. Bon, à partir du moment où nous avons décidé de continuer notre travail d'une façon clandestine, il fallait évidemment, tout au moins au départ de cette action clandestine, trouver le moyen d'échapper au regard d'indiscret, que ce soit l'ennemi ou que ce soit même des gens curieux qui pouvaient se poser des questions sur l'implantation d'un service qui était connu quand même, n'est-ce pas? Il s'agissait de faire en sorte qu'on n'identifie pas dans notre installation une annexe des anciens services de renseignement et notamment du deuxième bureau. Je vous ai dit, et je répète, que grâce à la compréhension du ministère de l'Agriculture, nous avions eu l'autorisation d'utiliser
une fonction de caractère agricole qui pouvait être une sorte d'annexe du service des travaux ruraux du ministère de l'Agriculture et que nous avons appelé et baptisé en accord avec ces services, que nous avons baptisé entreprise des travaux ruraux. Bien entendu, il fallait donner quand même corps à cette fiction et grâce à la bonne volonté des services administratifs du ministère de l'Agriculture, bien entendu orientés par leur patron, nous avons pu disposer tout de suite de matériel, de documentation, etc., qui, là où nous pouvions nous installer, notamment à Marseille, où allait être installé notre poste de direction, nous aurons peut-être l'occasion de savoir pourquoi Marseille plutôt qu'autre chose, nous avons donc pu mettre en place dans une villa que nous avons louée sur la promenade de la plage, un peu en dehors de Marseille, mais tout de même dans un quartier très fréquentable, nous avons pu louer une villa et lui donner tout le caractère que doit avoir une entreprise sérieuse dans le genre de son intérêt agricole. Ce subterfuge a réussi puisque le propriétaire de l'immeuble que nous avons pu louer est venu me voir et il a pu constater dans mon bureau la documentation très spécifique d'une entreprise agricole et il a eu même la gentillesse à un moment donné de me proposer les services de sa fille. Voilà donc pour le premier extrait de ces archives donc du colonel Paillol, enregistrées par les soins du service historique de la Défense, ce qui explique que ça n'est pas encore la qualité radiophonique que nous offrons toujours, mais ça n'est pas fait pour ça. D'ailleurs, c'est fait pour pouvoir conserver donc ces témoignages. En l'occurrence, Amable Sablon du Corail a un témoignage enregistré en 1997. Cette villa, Sébastien Albertelli s'appelait la villa Éole et elle s'est appelée ensuite le PC Cambronne. Cambronne, enfin en même temps en fait, c'est-à-dire que le Éole est son véritable nom et Cambronne est le pseudonyme du PC de la centrale du service. Oui. Alors, Amable Sablon du Corail, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de savoir s'il est facile de faire ce type d'entretien avec les acteurs. Est-ce qu'on obtient facilement leur autorisation? Est-ce qu'ils sont d'accord pour pouvoir se livrer ainsi? Et puis surtout, est-ce qu'il est facile de trouver les bons intervieweurs? Parce que ces intervieweurs ne sont pas des journalistes, bien évidemment, mais ce sont des gens qui petit à petit vont se spécialiser dans cette histoire du renseignement et vont faire partie des meilleurs spécialistes, puisqu'ils auront quand même rencontré parmi les meilleurs témoins pouvant expliquer justement l'évolution de cette histoire du renseignement, au moins dans le dernier demi-siècle, Amable Sablon du Corail. Ben c'est certain. Alors, pour votre première question, on peut dire qu'il est quand même relativement facile d'obtenir l'accord des gens qu'on contacte. C'est même assez rare qu'ils refusent. Ils peuvent être un petit peu hésitants au début, mais enfin en général, vraiment ils acceptent. Voilà. En revanche, c'est certain, trouver de bons enquêteurs, c'est extrêmement difficile, parce que la collecte de témoignages oraux, c'est un sport très complet. Il faut une préparation en amont évidemment très importante. Ouais. Il faut rechercher dans les fonds d'archives publiques ce qui concerne les témoins. Il faut demander leurs états de service, il faut évidemment consulter la bibliographie correspondante, etc. Ce qui explique souvent d'ailleurs que ces entretiens se déroulent en plusieurs vagues, pourrait-on dire, avec le même témoin. C'est-à-dire qu'on n'enregistre pas d'une seule fois, en une seule fois, comme on le ferait à la radio souvent, l'entretien avec le témoin. Là, on prend son temps, on précise, on propose au témoin d'approfondir tel et tel point, justement parce que ce sont des témoignages qui sont faits pour les historiens plus tard. Oui, alors maintenant on peut dire que la durée moyenne, si vous voulez, d'un témoignage va de 10 à 20 heures. Ça peut aller jusqu'à 30 ou 40 heures, mais enfin rarement au-delà. Ce qui est considérable, dit Sébastien Albertelli. Parce qu'effectivement, 10 à 20 heures, c'est énorme tout de même. 10 à 20 heures de discussion avec un témoin, c'est donc la possibilité d'approfondir tel et tel point, d'approcher un point complexe avec toutes les données possibles, du moins avec la mémoire de celui qui porte ce témoignage, parce que là, par exemple, le colonel Paillol, je crois, avait 92 ans lors de cet entretien. Oui. Et le colonel Passy, 86.
Oui, alors il est important. Oui, Allez-y, allez-y. non, il est important de dire qu'en effet, les entretiens s'étalent sur plusieurs mois. Alors en général, ça va de 6 mois à 1 an et demi. Là, dans le cas du colonel Payol, c'est un témoignage d'une vingtaine d'heures qui a été recueilli en un temps relativement bref, puisque ça s'est déroulé de août 97 à décembre 97. Sébastien Albertelli, à quoi sert justement ce témoignage ou cette collecte orale pour un historien? À quoi peut servir cette collecte orale? Est-ce que c'est justement de confronter le témoignage a posteriori de l'acteur par rapport à ce qu'il a pu écrire ou ce qu'il a pu dire au moment des faits? Est-ce que c'est justement pour pouvoir préciser certains points, éclaircir, donner un peu de chair aux archives? Alors, il y a un certain nombre d'utilités. Alors, pour les colonels Payol et Passy, ça n'est pas le point le plus évident, mais il y a d'autres acteurs qui ont été interviewés et qui n'ont pas rédigé leur mémoire. Donc, pour eux, c'est une source véritablement essentielle, unique. Il y a par exemple le chef de la section action du BCRA, Raymond Lagier, dit Bienvenu, qui a laissé ses archives, qui a laissé son témoignage, pardon. Donc, pour cela, c'est essentiel. Pour le cas précis du colonel Payol et du colonel Passy, qui ont tous deux rédigé d'assez volumineux ouvrages, l'intérêt est autre. Il permet soit d'éclaircir un certain nombre de points, parce que justement ce sont quand même des entretiens dirigés, donc l'intervieweur connaît la bibliographie, sait pertinemment les manques, les erreurs éventuelles, les oublis qu'il peut y avoir dans les témoignages. Et puis, évidemment, ça permet également d'étudier tous les phénomènes de reconstruction de la mémoire, car ces témoignages ne sont finalement quand même que des témoignages, c'est-à-dire à peu près la même chose que ce que l'on a dans des mémoires écrits, et qui sont soumis à tout un tas de reconstructions qu'il est intéressant de démonter en revenant aux archives d'époque. Un exemple pour votre personnage principal, c'est-à-dire le colonel Passy, par exemple? Oui, le colonel Passy a rédigé au cours du premier semestre 1941 des carnets dans lesquels il notait un petit peu ses pensées et puis ce qu'il faisait. Et il a eu entre les mains ce carnet quand il a écrit ses mémoires en 1947. Et donc là, on peut... Et vous avez eu entre les mains les deux également, donc on peut comparer et voir très clairement là où il a choisi de ne pas mettre l'accent. Amable Sablon du Corail. Oui, je voulais intervenir. En effet, comme le disait Sébastien Albertelli, les entretiens sont sur un mode semi-directif, c'est-à-dire que l'enquêteur prépare une série de questions, mais qu'il pose de façon très souple, c'est-à-dire au moment le moment le plus opportun. Et il ne s'interdit pas de rebondir sur telle ou telle remarque du témoin pour approfondir un aspect particulier. Il est important de noter qu'en effet, un témoignage oral n'apporte pas seulement des renseignements d'ambiance sur un état d'esprit, mais qu'il peut apporter des renseignements factuels qui donnent des informations très intéressantes sur les déroulements précis d'une suite d'événements. Ou d'une opération en particulier. Oui. Alors, on a un deuxième extrait du colonel Payol. Il évoque les difficultés pour transmettre des renseignements à l'extérieur de la France, le manque en particulier de postes-émetteurs dans la première partie de la guerre, donc très peu de postes-émetteurs. Comment faire sortir les renseignements collectés hors de France? Il pense par exemple à l'importance du poste justement de ces travaux ruraux du côté de Toulouse, parce qu'on n'était pas très loin des Pyrénées et on pouvait faire sortir par les Pyrénées, justement, certains de ces renseignements vers l'extérieur. Le poste de Toulouse a été le premier qui, dès 1940, a créé une antenne à Perpignan et une autre à Bayonne, notamment celle de Perpignan, très étoffée, qui, elle, a mis sur pied, en l'espace de quelques mois, des organisations de passage à travers les Pyrénées absolument remarquable, d'où s'évadaient les prisonniers anglais qui s'étaient débrouillés pour se libérer, d'où passaient certains patriotes, et d'où passaient nos courriers pour rejoindre éventuellement Londres, quoiqu'on n'avait pas besoin de cela. Je dis donc que la question de ces liaisons avec nos camarades qui étaient soit dans la zone occupée, soit même à l'extérieur, car à partir du moment où la France était totalement occupée, nous avons été obligés d'utiliser à fond les pays neutres pour nous aider, et notamment la Belgique à l'époque, en dépit de la situation politique de la Belgique à l'égard des problèmes que lui posait le conflit, la Belgique, la Hollande et surtout la Suisse.
Donc, voilà donc une de nos préoccupations. Et enfin, dernière préoccupation d'ordre psychologique. Beaucoup de Français nous disaient, mais pour qui travaillez-vous? Vous travaillez pour Pétain? Vous travaillez pour Vichy? Vous travaillez pour les Anglais? Vous travaillez comment? Vous voyez, le monsieur qui se trouve à Paris ou à Rouen et à qui on demande de surveiller le poste de l'Abwehr qui est à tel endroit, il lui dit, bon, c'est exact, je vais vous passer les tuyaux, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Là c'est posé un véritable problème qui se pose encore aujourd'hui, à savoir qu'il fallait donner confiance à ces gens-là et leur faire comprendre que les informations qu'ils nous donnaient, elles étaient essentiellement destinées non seulement aux intérêts de la France, mais aux intérêts des Alliés, et à l'époque uniquement des Anglais, puisque c'était les Anglais tout seuls qui poursuivaient la guerre et qui en avaient tout le poids. Donc, nous avons eu là un problème qu'il a fallu effectivement résoudre, et quelquefois même, pour faire comprendre aux personnes qui voulaient bien travailler pour nous en zone occupée, obtenir par la voie de la BBC une sorte de confirmation de nos activités et du rapport que nous avions avec les Alliés. Bien. Alors, reste la destination de la récolte. En ce qui concerne le SR, c'est-à-dire en ce qui concerne les recherches pures, non seulement sur la Wehrmacht, vous comprenez très bien que la Wehrmacht, ça comprend à la fois l'armée de terre, l'armée de mer et l'air, mais également sur le potentiel de guerre de l'ennemi. Car on a souvent imaginé, on a souvent décrié nos organisations d'avant-guerre et de guerre en disant qu'elles étaient exclusivement orientées sur les recherches purement militaires. C'est faux. C'est archi faux. Nous avons, et surtout dans le domaine de l'aviation, fait des recherches en profondeur dans l'industrie et dans l'économie allemande qui sont exemplaires par rapport aux résultats qu'on obtient même aujourd'hui. Évidemment, avec des moyens totalement différents. Alors, cette récolte du SR, elle était à la fois exploitée par des gens comme Baril, dont vous me parliez tout à l'heure, et nous allons y revenir, mais elle était également destinée aux Alliés. Elle était destinée aux Alliés, mais avec une facilité dérisoire, puisque il y avait une ambassade des États-Unis à Vichy, dont les attachés militaires, Scaot, Savallo, etc., étaient nos amis. J'ai eu souvent bridgé avec ces gens-là à Vichy, quand j'allais à Vichy, voir le père Rivet ou mes camarades. Il se trouvait que Madame Baril les invitait, on avait fait des amis, on faisait des bridges. C'est pour vous dire qu'il n'y avait aucune difficulté pour leur remettre ce qu'on estimait devoir leur remettre, et qui eux-mêmes se chargeaient avec leurs valises diplomatiques et leurs moyens propres à les faire filer, soit par la Suisse, soit directement sur les Anglais. En ce qui concerne le contre-espionnage, outre les informations que nous pouvions obtenir par les questionnaires, parce que à partir du moment où on a ressaisi petit à petit nos agents de pénétration, les questionnaires sont arrivés et on a pu suivre de près les intentions de Hitler. Et ça, je peux vous dire que l'intelligence service en était particulièrement gourmande, car depuis la débâcle de juin 40,
les Anglais n'avaient pas grand-chose pour être informés sur la France. Le service que va créer Passy à Londres, dans le cadre du deuxième bureau du général de Gaulle, n'est pas encore sur pied. Les Anglais n'ont pas prévu non plus une occupation aussi rapide et totale. Il y a donc guère que nous, en contact avec eux. Et j'ai le témoignage écrit, là, peut-être que vous l'avez vu dans mes bulletins, témoignage écrit du général Menzies, comme quoi nos relations ont toujours été constantes et complètes. Voilà, témoignage du colonel Payol, donc chef du service de contre-espionnage clandestin de Vichy pendant les 2 premières années, c'est-à-dire de la guerre, jusqu'à donc évidemment à l'invasion de la zone sud par les Allemands, au moment où justement il rejoint Alger et l'Algérie, donc avec d'autres d'ailleurs de ses propres services de contre-espionnage français de l'époque. Alors, ce témoignage est intéressant parce qu'il nous montre la difficulté, là aussi pour l'historien, l'ambiguïté des situations. On n'est pas dans un contexte de noir et blanc, dans un contexte d'opposition, on est plutôt dans des zones qu'on pourrait appeler des zones grises, où il y a justement la possibilité d'avoir des positions extrêmement nuancées sur une histoire comme l'histoire du renseignement, Sébastien Albertelli. Oui. Là, ce que dit le colonel Payol, qui est très intéressant, c'est les gens lui posent la question, mais pour qui travaillez-vous? Pour qui travaillez-vous? Et les renseignements que nous allons vous procurer, vont-ils servir à qui vont-ils servir? Est-ce qu'ils vont servir aux Anglais, aux Alliés? Est-ce qu'ils vont servir à Vichy? Est-ce qu'ils vont servir, pourquoi pas, aux Allemands? Qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, il y a plusieurs points. Évidemment, cette question se pose pour les services de renseignement. Elle se pose en réalité de façon beaucoup plus générale. Et il y a des travaux en cours, notamment une thèse de Johanna Barras sur ces gens qui sont à la fois à Vichy, pour Vichy et anti-allemands. Donc ce qu'on appelle les vichisto-résistants, ils ont tendance à se présenter eux-mêmes comme les premiers résistants, les résistants de la première heure. Alors le colonel Payol pose la question, pour qui travaillez-vous? C'est évidemment extrêmement difficile de le définir, d'autant plus qu'on ne dispose pas des archives de l'Intelligence Service. Alors, on se plaint souvent de la politique d'ouverture des archives ou de la mauvaise politique d'ouverture des archives en France. Enfin, on connaît les polémiques depuis maintenant plus de 10 ans sur cette question-là. Mais alors, pour les Britanniques, qu'est-ce qui se passe? L'Intelligence Service a une politique propre qui est de ne jamais ouvrir ses archives. Donc, ça ne veut Donc pas là, dire... on ne saura jamais ce qu'il en était du point de vue de l'Intelligence Service sur les services du colonel Payol, sur les services même du BCRA et sur ce disons qu'on ne possède pas les archives de l'Intelligence Service. Pour le BCRA, la particularité, c'est que les Anglais possédaient un autre service secret qu'on appelle le SOE, donc qui était lui chargé de l'action subversive et qui a été dissous après la guerre et dont on a les archives. Or, les 3 services travaillaient ensemble, ce qui fait que par l'intermédiaire des archives du SOE, on arrive à rentrer un petit peu dans l'histoire de l'Intelligence Service. Mais on ne possède pas les archives de l'IS proprement dit, ce qui permet à chacun de dire qu'il fournissait une quantité considérable de renseignements à l'IS. Amable Sablon du Corail, c'est vrai que c'est une des particularités d'un service comme le vôtre, auquel vous appartenez, service historique de la défense, que de devoir justement comme cela, c'est un puissant fond, de devoir toujours réalimenter les fonds d'archives parce que simplement il en faut toujours un peu plus pour mieux comprendre une situation aussi complexe que celle de la Seconde Guerre mondiale ou de celle de la guerre d'Algérie par exemple. Oui, bien sûr. Bah, alors, je voudrais préciser tout de suite que quand même, il y a un fonds important du BCRA au service historique de la défense, justement, qui est plus ou moins accessible, mais surtout en raison du mauvais classement. Voilà, parce qu'évidemment, il n'existe pas de dépôt d'archives où tous les fonds soient classés, dans la mesure où c'est un travail énorme. Enfin voilà. Quant à la collecte progressive... Vous avez toujours des bonnes surprises. Vous avez régulièrement des bonnes surprises. Oui, bien sûr. Alors, il y a à la fois les gens que vous allez quérir, rechercher, dont vous savez qu'ils possèdent quelques fonds et que peut-être ça pourrait vous être utile pour pouvoir donc amender les fonds que vous possédez déjà, mais aussi ceux qui spontanément ont connaissance de votre existence et qui font remonter comme ça progressivement les archives vers vous.
Oui, bon, on a chaque année une centaine à peu près d'entrées par voie extraordinaire, donc de gens qui en effet le plus souvent nous apportent leurs archives en disant « Ah ben tiens, ça pourrait vous intéresser ». Dernier extrait du colonel Paillol, un extrait très court. C'est à propos effectivement de la fin de la particularité française jusqu'en 1942, donc l'invasion de la zone sud. Un petit extrait d'1 minute où il évoque le transport justement de l'autre côté de la Méditerranée de ces services. Et puis au fur et à mesure, bien entendu, de nos activités, la réalité s'est révélée aux yeux aussi bien de Vichy que de l'ennemi. Il a donc fallu rentrer dans une clandestinité totale, et cela s'est fait à partir, je répète, de mars-avril 1942. Voilà, donc la dénomination de TR est restée, car elle était simple, et elle différenciait très bien l'action clandestine de nos services de celle officielle, et qui allait être celle d'abord des BMA, et puis qui, ultérieurement, à partir de la libération de l'Afrique du Nord, allait être celle de la sécurité militaire. Alors il faut rappeler que ça va être assez compliqué l'installation en Afrique du Nord, parce qu'il n'y a pas que des intérêts là aussi très simples à défendre. Sébastien Albertelli, il y a une compétition très forte entre De Gaulle et Giraud, Tout à fait. et donc il va falloir choisir son camp, il va falloir donc décider de qui va servir qui et pourquoi. Donc c'est là aussi la difficulté de l'historien de se retrouver dans ces jeux d'alliances subtils à partir des témoignages des acteurs et à partir des archives qu'ils ont laissées. Oh, et à partir d'autres archives, car là, pour le coup, on a des archives, les archives directement des services, du BCRA, etc. On peut travailler là sur des archives d'époque, et c'est vrai que en novembre 1942, disons fin 1942, les services de Vichy se transportent à Alger, et ça ne simplifie guère la situation, puisqu'ils se rallient à Giraud, et que, par conséquent, il va y avoir une compétition extrêmement forte de novembre 42 jusqu'à fin 43. Oui, ça se prolonge même jusqu'à l'éviction totale de Giraud en avril 44. Donc voilà, une compétition extrêmement forte dont les services secrets vont être l'un des enjeux, puisque à cette époque, c'est ce qui est tout à fait exceptionnel, les services secrets sont le seul moyen dont le gouvernement dispose pour entrer en contact avec le territoire national. Donc évidemment, le contrôle des services secrets va être un enjeu extrêmement fort de pouvoir. Parce que ce que vous dites dans votre thèse, et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que souvent, lorsqu'on parle de renseignements ou de services secrets, les anciens acteurs ont tendance à évoquer la technicité du travail. En gros, c'est un travail particulier, il faut savoir comment créer un réseau, comment former ses agents, comment faire remonter les renseignements et vers où les faire remonter. Point barre, souvent. Ce que vous dites, c'est que, et ce que vous démontrez pour le BCRA en particulier, c'est que les objectifs sont des objectifs politiques et que le BCRA joue un rôle politique, donc en particulier de défense et d'illustration de la position du général de Gaulle, et donc à partir de ce moment-là, eh bien, ceux qui ne sont pas d'accord avec la promotion du général de Gaulle préfèrent défendre d'autres objectifs politiques en défendant par exemple le général Giraud. Bien sûr, tous les acteurs des services secrets, en cela le BCRA se rattache à l'histoire longue des services secrets, tous les acteurs ont tendance à se présenter comme des techniciens apolitiques, des exécutants d'ordre venus du gouvernement, et en réalité on s'aperçoit très nettement lorsque l'on étudie les archives que bien sûr ils poursuivent des objectifs politiques, voire des objectifs personnels propres à l'intérieur des services. C'est tout à fait net dans le cas du BCRA qui, à partir disons au moins de 1942, du printemps 42, est dévoué entièrement à la cause du général de Gaulle, dont il espère qu'il prendra le pouvoir au lendemain de la libération. C'est très très clair. À côté de ça, si vous voulez, les services de Giraud, donc Paillol en particulier, prétendent qu'ils mènent une action apolitique. En réalité, ils mènent une action qui soutient Giraud, qui lui-même maintient en Afrique du Nord pendant longtemps la législation de Vichy, donc dont il est difficile de soutenir que c'est une action apolitique. C'est bien sûr une action elle-même teintée de politique. Alors, oui, Madame Le Sablon du Corail. D'où l'importance pour une collecte sur le renseignement d'avoir une approche très ouverte et de ne pas se limiter au renseignement purement militaire.
Bien entendu. C'est-à-dire donc aller chercher de quel côté, si ce n'est pas que le renseignement militaire? De tous les côtés, donc du côté des conseillers, des premiers ministres, etc. Enfin, comme voilà. Ah, il faut rappeler, et c'est dit dans l'article Travaux ruraux de l'excellent dictionnaire historique de la Résistance, auquel vous avez également participé, Sébastien Albertelli, pour les notices sur le BCRA. Il faut donc noter que Travaux ruraux a été homologué Réseau de la France combattante sur le signe SSM/F/TR du 1er septembre 1940 au 30 septembre 1944. C'est ce que rappelle Olivier Forcade, qui sera d'ailleurs notre invité demain, un de nos invités dans le débat historiographique. Alors maintenant, dernier extrait de ces archives, un extrait relativement court, la qualité sonore est un peu moins bonne, du colonel André de Wavrin. Vous nous le représentez pour ceux qui ne seraient pas arrivés au tout début de cette émission, Sébastien Albertelli, donc André de Wavrin, dit Passy. Guy Passy, c'est un jeune capitaine d'active en 1940, professeur de fortification à Saint-Cyr, qui n'a aucune expérience précédente dans le domaine du renseignement et qui va créer, mettre sur pied et diriger globalement jusqu'en 1946, jusqu'au départ du général de Gaulle, le BCRA, c'est-à-dire les services secrets gaullistes qui rassemblent, et c'est là leur originalité par rapport à beaucoup d'autres services, à la fois ces fonctions de renseignement, de contre-espionnage et également d'action, c'est-à-dire de direction de l'action subversive, de préparation des sabotages, de préparation du débarquement, au sein tout cela d'un même service. C'est-à-dire que, évidemment, Vichy avait encore un restant de l'administration de l'État français, de la République française, qui permettait d'avoir des services un peu plus nombreux. En l'occurrence, en juin 40, il était compliqué d'avoir, ou en juillet 40, d'avoir des dizaines et des dizaines de personnes. Donc là, les mêmes personnes font tout d'une certaine façon dans ce service. Alors, non, en réalité, ce qui se passe, c'est que le service ne va absorber que progressivement l'ensemble de ses fonctions. C'est-à-dire qu'au départ, c'est réellement un service de renseignement qui va élargir ses fonctions à l'action, puis au contre-espionnage, etc. Mais en effet, en juillet 40, ils sont 6. Ils sont 6 et pour la plupart des amateurs, expliquez-vous. Oui. Et donc c'est ce qu'explique également André de Wavrin pour cette collecte d'histoire orale du service historique de la Défense. C'était à la fin des années 90 également. C'était le CE, le contre-espionnage de Vibo, qui faisait que tous les gens qui sortaient de Patriotic School, qui avaient été vus par les Anglais, étaient revus par Vibo et signaient ou ne signaient pas leur engagement chez Vibo, leur engagement dans la France libre. Une fois engagés dans la France libre, ils étaient envoyés après au camp de Camberley pour faire leur première arme. Mais Vibo a dû appliquer les méthodes de Payol, c'est-à-dire qu'il a bâti un fichier dans lequel tout le nom qui apparaissait dans tout document qui arrivait au BCRA était immédiatement fiché, d'une manière parfois indiscriminée, on fichait n'importe quoi. Tout ce qui arrivait dans n'importe quel papier, dès qu'il y avait un nom, on le fichait. Évidemment, ça aboutissait à des choses qui étaient absolument incohérentes. C'est ainsi qu'un jour, Jules Mock est arrivé à Londres. Il a appris qu'il existait un service de BCA, un service de contre-espionnage. Il a demandé à le visiter. Il a demandé comment il sorte sa fiche. Et c'était bourré d'erreurs. Quand il a dit tout ça n'est pas très sérieux, effectivement, c'était un service qui devait avoir des rapports très lointains avec le vrai contre-espionnage pour lesquels nous n'étions pas équipés. Alors, simplement, nous avons mené une action de contre-espionnage à partir du moment où nous avons assuré la coopération d'Achille Peretti, devenu par la suite maire de Neuilly, qui a créé un réseau parmi tous les commissaires de police de France qui s'est appelé le réseau Ajax. Alors, j'ai toute la documentation relative au réseau Ajax, les noms, etc. J'ai tout passé à Cordier, en même temps que toutes mes archives. Je n'ai pas gardé d'archives, j'ai tout passé à Cordier. L'opération de contre-espionnage, c'était le réseau Ajax qui l'a mené. Je fais une incidence, j'en parle tout de suite. Ce réseau comprenait par conséquent, sous la direction de Achille Peretti, qui nous a rejoints en 1943, ou fin 42, début 43. Il organisait, dès que les Allemands avaient besoin de quelque chose, d'arrêter quelqu'un,
il était obligé de passer par la police française. Et Ajax a organisé de prévenir tous les gens pour lesquels les Allemands leur demandaient quelque chose, qu'il ferait bien de se débiner parce qu'ils allaient être arrêtés. Donc il a sauvé des quantités de vies par ce moyen-là. Je crois qu'on peut être reconnaissant à Achille Peretti, on ne sait pas assez le rôle qu'il a joué, mais ça a été considérable. Ce sont des gens auxquels normalement on doit rendre hommage parce qu'ils ont contribué à éviter des quantités d'arrestations et nous ont prévenus des intentions des Allemands. C'est ça qui a servi en réalité de contre-espionnage. D'accord. Mais c'est une méthode qui n'est probablement pas classique, mais qui a été possible à cause de Peretti. Méthode pas classique, dit le colonel Passy. Évidemment, rien n'était classique dans ce contexte du BCRA qui s'est construit, vous l'avez expliqué tout à l'heure, donc petit à petit, au fur et à mesure de la guerre, avec les forces qui voulaient bien s'adjoindre à ce même BCRA, Sébastien Albertelli. Tout à fait. Alors, en matière de contre-espionnage, c'est tout à fait net. Le service ne s'est doté d'une section de contre-espionnage qu'à l'extrême fin 1941. Et là, pour le coup, il a bénéficié de l'arrivée à Londres d'un professionnel, très jeune, mais Roger Varin, qui va prendre comme pseudonyme Roger Vibo et qui sera, sous la 4e République, le chef de la direction de la Sûreté du Territoire, donc pendant toute la 4e République, qui va créer une section de contre-espionnage dont Passy souligne les limites. Vibo, qui d'ailleurs était assez proche du colonel Payol, dont on a parlé tout à l'heure, oui, tout à fait, avait été formé à ses côtés, je crois. Il avait été formé, disons, selon ses méthodes, et il avait travaillé en France dans les bureaux des menées antinationales à Marseille. Donc c'était quelqu'un qui connaissait très très bien le mécanisme des services de contre-espionnage en France même, et qui a pu faire à Londres un bon travail, même si Passy en a souligné certaines limites tout à fait nettes, puisqu'il n'avait pas les moyens notamment d'envoyer des agents de pénétration en France, donc ça limitait l'efficacité de son travail. Et puis alors donc évidemment arrive plus tard ce réseau Ajax de commissaires de police qui permet de savoir d'avoir les intentions des Allemands avant toute chose, et donc de préparer ou d'éviter l'incarcération de militants ou de résistants. Tout à fait. Donc Paul Vandeuil, c'est-à-dire Achille Peretti, quand il expose les projets qui sont les siens, propose de créer ce qu'il appelle un réseau de protection, plus qu'un réseau d'espionnage, c'est un réseau de protection qui vise à saboter la répression, en effet, en prévenant à l'avance ceux qui risquent d'être arrêtés ou ceux qui risquent d'être inquiétés. Alors, un exemple parmi d'autres, mais un exemple assez probant de votre travail, donc au service des entrées par voie extraordinaire du service historique de la Défense, donc Amable Sablon du Corail. Ce réseau Ajax, on n'avait pas grand-chose. Vous n'aviez pas grand-chose sur ce réseau Ajax jusqu'à il y a 3 semaines, c'est ça, ou un mois peut-être? Oui, enfin il y a 2 semaines, voilà. On n'a toujours pas grand-chose, mais enfin on a reçu le don d'un particulier, le fils de Simon Cottony, qui nous a donné 2 dossiers. Bon, le tout est assez maigre, mais enfin ça nous donne une idée assez exacte. Vous les avez montré l'autre jour où nous sommes venus avec Olivier Tosseau qui préparait cette émission, donc vous nous avez montré. Alors évidemment, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire du renseignement, mais je me dis qu'il doit y avoir de quoi piocher pour un travail peut-être préliminaire sur le réseau Ajax, parce qu'il y a donc les organigrammes, et puis il y a des télégrammes, évidemment cryptés pour certains d'entre eux, et puis surtout les rapports à la fin, au moment de la libération du territoire, les rapports qui étaient faits très régulièrement, chaque semaine au moins, qui étaient donc ramassés par ce réseau pour pouvoir savoir ce que faisaient les Allemands et où on en était des sabotages en particulier. Oui, en fait ça donne une très bonne idée effectivement du travail effectué par le réseau. C'est-à-dire que nous avons d'une part du renseignement politique. On indique l'attitude politique des, alors ça c'est assez amusant effectivement. Des commissaires de police, voilà. On voit s'ils sont fiables, attentistes, etc. Voilà. Donc arrivistes, enfin bon. Et savoir si justement ce qui se passera à la libération pour eux, s'ils ont besoin de rentrer, s'ils rentreront dans l'épuration ou pas du tout, justement, ça sera ça pourrait être un des intérêts d'un historien, justement, que de voir si ces préconisations qui sont faites par le réseau Ajax ont été suivies des faits à la libération, par exemple. Et à côté de ce renseignement politique, on a effectivement du renseignement d'ordre militaire sur les mouvements de troupes allemands, peu avant et peu après le débarquement. Sébastien Albertelli, un petit dossier comme ça C'est évidemment précieux, car ce sont des archives qui ne figurent pas dans les archives du BCRA que moi j'ai pu consulter. C'est-à-dire que les archives du BCRA que j'ai pu consulter et qui sont déposées aux archives nationales et qui sont absolument libres d'accès depuis 1998,
ont été triés. Évidemment, les services après-guerre ont retiré tout ce qui pouvait leur être d'une utilité directe et on imagine bien que le service de noyautage de la police les intéressait au premier chef. Donc évidemment, ce sont des archives qui ont été retirées des archives publiques. Donc on n'a à peu près rien sur le réseau Ajax, à ma connaissance. Et puis ce qu'on peut noter aussi c'est effectivement l'extrême violence de cette libération, puisque ce qu'il y a dans certains de ces papiers, ce sont simplement les notations, les notations des morts trouvés au bord des routes, des assassinés en l'occurrence, soit par règlement de compte, soit par épuration préventive, pourrait-on dire. Enfin, toujours est-il qu'on voit quasiment tous les jours, dans certains de ces rapports, le nombre de personnes qui ont été exécutées à la libération, exécutées ou qui sont mortes. Oui, ça montre bien le difficile retour à la légalité, voilà, au cours de l'année 44 et au début de l'année 45, en effet. Donc on en parlera demain avec tous nos invités dans le débat de demain, le débat historiographique qui couvrira une période plus large puisque nous aurons même une spécialiste d'histoire du Moyen-Âge. Sébastien Albertelli, vous qui avez donc fréquenté longuement pour votre thèse qui a duré quelques années comme toutes les thèses, donc qui avez fréquenté longuement ce type d'archives, vous pensez qu'il est nécessaire aujourd'hui de conduire des jeunes historiens qui voudraient travailler sur ces domaines vers ces archives-là parce qu'elles sont justement peu exploitées, peu utilisées et peut-être assez intéressantes presque au point de vue historiographique, de la méthode historique, de savoir ce qu'on peut faire de ce genre d'archives. Vous parlez des archives orales spécifiquement? Orales et les archives du renseignement en général. Les archives du renseignement sont évidemment essentielles. Alors le cas de la Seconde Guerre mondiale est un petit peu particulier parce qu'en fait il y a eu une dérogation générale sur l'ensemble des archives de la Deuxième Guerre mondiale en 1998 et par conséquent ces archives sont aujourd'hui d'un accès relativement aisé lorsqu'elles sont inventoriées, ce qui n'est pas toujours le cas en effet. Donc là évidemment c'est essentiel. La chose essentielle peut-être c'est aussi de croiser ces archives, c'est-à-dire de ne pas se limiter à un point de vue trop strictement national et on a intérêt en effet à consulter les archives britanniques qui malgré tout un tas de réserves qu'on a pu faire sont extrêmement riches et les archives américaines où là l'accès est bien plus aisé encore et en croisant l'ensemble de ces archives on arrive quand même à avoir une vision je pense assez nette du travail qui a été réalisé jusqu'en 1945-1946. Après 1945-46 les problèmes d'accès aux archives deviennent quand même très différents avec peut-être une exception pour la guerre d'Algérie qui a donné lieu peut-être à des dérogations spécifiques, mais ensuite on doit de plus en plus s'appuyer sur des témoignages. Amable Sablon du Corail, la collecte continue, pourrait-on dire, le magasin est toujours ouvert et donc vous continuez à travailler. Simplement, évidemment, ces archives que vous collectez maintenant se rapprochent de plus en plus, j'imagine, du contemporain. Les acteurs de la Seconde Guerre mondiale ne sont plus si nombreux, ils ont déjà donné leur témoignage. Donc à partir de là, j'imagine que ces archives seront plus difficilement accessibles. Vous faudra attendre peut-être un certain temps avant qu'on puisse les écouter, comme vous avez permis justement, vous-même et puis les héritiers, il faut le dire, des deux familles, de Wavrin et Paillol, que nous remercions, donc de diffuser ces extraits que nous avons diffusés aujourd'hui. En fait, pour ce qui concerne les entrées par voie extraordinaire, ça repose principalement sur l'accord des ayants droit. Donc déposants, voilà. Et votre travail, c'est de savoir si c'est de discuter avec ces ayants droit, de la possibilité ou non qu'elle soit ouverte à d'autres que des chercheurs purs, pourrait-on dire, et donc à des médiateurs comme nous de l'histoire. Si vous voulez, pour avoir une collecte de qualité, il faut impérativement être très honnête pour tous les aspects juridiques. Et il faut pouvoir donner aux donateurs ou aux témoins, dans le cas des témoignages oraux, toutes les garanties qu'ils souhaitent sur leur témoignage ou leur don. Voilà. Mais bien sûr, nous faisons toujours ceci dans une optique de communication. Et on peut dire que tout de même, eh bien, quand on voit justement les 3 premiers tomes des inventaires d'histoire orale, on voit que ce sont des fonds qui sont plutôt facilement communicables. Absolument. Et nous vous remercions encore, ainsi que je l'ai dit à l'instant même, donc les héritiers des deux familles de Wavrin et Paillol, de nous avoir autorisé à diffuser ces extraits qui, effectivement, rentraient parfaitement bien dans cette idée que nous voulons offrir le mercredi dans la Fabrique de l'Histoire, des archives un peu rares et exceptionnelles, et surtout valoriser des centres de recherche qui possèdent des fonds audiovisuels ou audio simplement, qui ne sont pas très connus. C'est le cas du service historique de la Défense. Donc si vous voulez
vous intéresser à ce genre de fonds, il faut venir sur notre site internet, nous mettrons votre adresse, mais également sur votre site internet du service historique de la Défense et aller voir du côté des entrées par voie extraordinaire, c'est cela? C'est ça. Absolument. Merci donc à vous, Sébastien Albertelli. On peut retrouver une partie de votre travail dans le dictionnaire historique de la Résistance, chez Bouquin Lafon, sous la direction de François Marcot, avec la collaboration de Bruno Leroux et de Christine Lévis-Touzé. Et pour votre thèse, on peut espérer une publication? Une publication normalement cette année chez Perrin, au pire au début de l'année prochaine. Merci. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marionna Bolivier et Mélanie Chalandon. Les archives, évidemment, ont été choisies par Olivier Tossery, enfin les archives qui ne sont pas de l'INA, d'ailleurs, en l'occurrence pour cette fois-ci. Donc, à la technique, aujourd'hui, Ariane Herbet, à la réalisation, Véronique Lamandour. Un numéro de téléphone, 01 56 40 25 78, 01 56 40 25 78, pièce 61 23 à la Maison de Radio France, le site internet www.franceculture.com, rubrique les émissions, la fabrique de l'histoire.